Binge Audio, fabricant de podcasts depuis 2015. L'un des changements profonds qu'a connu notre paysage politique ces dernières années, c'est le fait que des hommes richissimes se mettent ouvertement à financer des courants d'extrême droite dans le but de les voir arriver au pouvoir. Alors ce n'est pas la première fois que ça se passe comme ça dans notre histoire. Durant l'entre-deux-guerres, de puissants industriels comme Eugène Schuller, le patron de L'Oréal, ont mis leur fortune et leur réseau au service de l'ultra-droite avant de soutenir joyeusement le régime de Vichy et ses composantes les plus violemment collabos. Et justement, tout comme la tâche de la collaboration avait pour longtemps remisé l'extrême droite au banc du jeu politique, le soutien actif de grandes fortunes au pétainisme et à ses dérivés a pendant des décennies poussé ceux qui seraient tentés de financer les partis d'extrême droite à la discrétion. Cette époque est terminée. Et l'une des incarnations de cette bascule, c'est sans conteste Pierre-Édouard Stérin, qui avec Vincent Bolloré est le grand argentier de tout ce que l'extrême droite compte de factions et de projets visant à favoriser sa mainmise sur nos institutions. Stérin dont on va faire dans cet épisode le portrait. Je suis Thomas Rozek et vous écoutez Programme B. J'ai décidé de vous redonner le choix de notre avenir parlementaire par le vote. Je dissous donc ce soir l'Assemblée nationale. L'année 2024 aussi a été riche de surprises politiquement parlant. La première, évidemment, ce fut de devoir retourner élire nos députés lorsqu'Emmanuel Macron décida de dissoudre l'Assemblée nationale. Un move audacieux, sachant que la dernière dissolution datait de 1997 et que la droite, qui en était à l'origine, s'en était très fortement mordu les doigts puisqu'elle y avait perdu sa majorité. Résultat, la menace de dissolution, parfois agitée mais jamais mise à exécution, est devenue pendant près de 30 ans une source de plaisanterie plutôt qu'une réalité politique tangible. Jusqu'au 9 juin 2024. C'est vraiment un coup de tonnerre politique ce soir. A big blow and a pretty big surprise. C'est historique. C'est un pyromane de la République. Forcément, dans ce contexte, sachant que l'extrême droite venait d'engranger de très gros scores aux élections européennes, le risque était grand de voir advenir au Parlement une majorité RN. D'autant plus grand que quelques semaines avant cette annonce fracassante, on découvrait dans un article du média d'investigation politico-économique La Lettre, une initiative qui n'allait pas manquer de susciter de nombreuses interrogations. Un projet nommé Périclès, porté par une personnalité encore totalement méconnue, Pierre-Édouard Stérin. Alors déjà, Périclès, au-delà de la référence à l'une des figures emblématiques de la démocratie athénienne, c'est un acronyme. Ça, c'est l'Humanité qui le révèle à l'été 2024. Un acronyme qui signifie donc patriote, enraciné, résistant, identitaire, chrétien, libéraux, européens, souverainistes. Tout ce petit monde formant l'union fantasmée de toutes les droites, du centre jusqu'à l'extrême droite. Soyez les bienvenus dans l'île du plaisir. Nous vous attendions. Cette union, on a déjà eu l'occasion d'en parler dans Programme B. C'est une vieille obsession des mouvements de droite radicale qui rêvent de réunir les deux familles fracturées de la droite, les gaullistes, héros de la libération, et les nationalistes qui se sont déshonorés durant la France de Vichy. Périclès ne serait donc qu'une énième itération de ce vieux fantasme qui n'a jamais dépassé le stade de vœu pieux. Sauf que Périclès a quelques arguments nouveaux à faire valoir, le principal étant l'argent. Car on l'a dit, derrière ce programme de réconciliation de toutes les droites, il y a un homme, Pierre-Édouard Stérin. Un homme riche, très riche, bien décidé à mettre sa fortune et son carnet d'adresses au service de ses idées. Stérin, en cet été 2024, on le connaît surtout grâce à l'une de ses entreprises phares, la société Smartbox. Parmi les idées originales, les coffrets on le vend en poupe, escapades, massage à la framboise, tout est permis. C'est très à la mode depuis 3 ou 4 ans. Les coffrets cadeaux, ça va du cours de pilotage à un week-end dans un hôtel de luxe en passant par toutes sortes de stages. Vous ne savez pas quel est le montant du cadeau que vous avez reçu. Vous savez simplement que vous avez reçu une expérience pour faire de l'aventure, du bien-être ou un week-end. Retour au début des années 2000. Pierre-Édouard Stérin n'a pas encore 30 ans, mais il a déjà un passé d'entrepreneur derrière lui. Diplômé de la prestigieuse école de commerce l'EM Lyon quelques années plus tôt, il s'est rapidement lancé dans de nombreux projets d'entreprise qui ne fonctionnent pas très bien. L'un d'eux, notamment Black Orange, a réussi à se hisser au premier rang des sociétés de distribution de jeux vidéo dans un secteur informatique en plein boom. Hélas, ce court succès est balayé par l'éclatement de la bulle Internet et l'énorme crack boursier qui s'ensuit en 2000-2001. 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 2000
il faut se réinventer. Sterrin retourne vivre chez ses parents et s'associe en 2002 à un entrepreneur belge pour développer la franchise française d'une entreprise d'Outre-Quiévrain, Weekendesk. Le démarrage est plutôt encourageant. Les coffrets cadeaux séduisent les acheteurs, mais plaisent beaucoup moins aux autorités françaises qui souhaitent les interdire. Le motif ? Cette activité de vente nécessiterait, à leurs yeux, une licence d'agent de voyage, ce qu'évidemment ni Sterrin ni son associé n'ont à disposition. Sterrin est mis en examen en 2004. Des années plus tard, dans les Échos, on apprendra que la préfecture de Paris aurait même passé des coups de fil aux magasins approchés par le duo pour les dissuader de faire affaire avec eux. Résultat, les ventes tombent à 0. Sterrin refuse de lâcher l'affaire. Il écrit à Chirac, président de la République, à Sarkozy, ministre de l'économie, et ça fonctionne. Il est relaxé au bout d'1 an. La justice estime que les coffrets sont l'équivalent d'un chèque cadeau, une décision qui va faire jurisprudence et qui va surtout laisser le champ libre à Weekendesk. 1 an plus tard, en 2005, la société revendique plus de 140 000 coffrets vendus et a multiplié son chiffre d'affaires par 5, notamment grâce au fait, rarement mis en avant, que 5 à 10% des boîtes qu'elle vend ne sont jamais utilisées. C'est à cette période également que le personnage Sterrin commence à intéresser la presse spécialisée qui lui tire le portrait. Avec ses lunettes et son air de premier communiant, il a tout d'un jeune patron moderne, fan revendiqué de jeux vidéo, ambitieux, qui vise une expansion rapide et surtout rentable de sa petite entreprise. En 2007, Sterrin rachète les parts de son associé et crée la marque Smartbox que tout le monde ou presque connaît. Désormais, il pèse et il va pouvoir continuer à investir. Pour l'heure, il se contente d'étendre ses activités au monde de la restauration avec l'achat du site La Fourchette ou du guide Le Go et Millau qu'il revendra l'un et l'autre quelques années plus tard. En 2009, il monte son propre fonds d'investissement, Otium, pour faire fructifier les bénéfices de plus en plus importants des Smartbox, même si l'entreprise connaît quelques trous d'air, notamment dû à son modèle. Pour remplir ses coffrets cadeaux, Smartbox négocie avec des hôtels et des restaurants. Pour eux, l'intérêt est simple, s'assurer un peu de passage, même durant les périodes creuses. Mais quand arrive la pleine saison, ces clients Smartbox, qui ne rapportent finalement pas grand-chose, commencent sérieusement à les encombrer. De plus en plus de témoignages se mettent à circuler des touristes qui ne parviennent pas à réserver les séjours de leur box quand ils ne se font pas carrément envoyer bouler par les gérants des établissements. Face à cette mauvaise presse, Sterrin tente de redresser la barre, supprime des postes, puis essaye carrément de vendre son entreprise sans succès. Alors il délocalise. En 2011, direction l'Irlande et sa fiscalité très généreuse pour les entreprises. La fiscalité, c'est aussi ce qui va motiver le départ de France de Sterrin lui-même et de sa famille. Il les relocalise en Belgique à l'arrivée au pouvoir des socialistes en 2012. Craignant de voir sa fortune grandissante grignotée par le gouvernement de François Hollande, il choisit l'exil direction la région du Brabant. Dans le journal belge Le Soir, il justifie son choix. On en avait marre de l'acharnement et du harcèlement de l'administration française. Que voulez-vous ? La France est animée par une jalousie et une haine envers ceux qui réussissent. Dès qu'une start-up se crée, le système ne fait preuve d'aucune souplesse. Depuis son refuge belge, Sterrin peut poursuivre son développement et réfléchir à ses ambitions idéologiques. Jusqu'ici, les portraits du financier passaient assez vite sur ses convictions ultra-réactionnaires, son opposition à l'IVG ou encore à l'ouverture du mariage aux couples de même sexe. Mais désormais, il décide d'assumer de plus en plus ouvertement son positionnement le plus à droite possible de l'échiquier politique, même si ses signes d'appartenance sont pour le moment réservés aux initiés. Tiens, un petit exemple au hasard. Lors de son installation en Belgique, il crée une holding locale pour gérer ses affaires. Il lui donne un nom, BAD 21. A priori, pas de quoi fouetter un chat. Le 21, c'est en référence, explique-t-il, à l'année 2021, échéance qu'il s'est fixée pour cesser ses activités commerciales et se consacrer à la philanthropie. Un calendrier qu'il n'a eu de cesse de reculer depuis, mais passons. Pour ce qui est du mot BAD, B-A-D, par contre, il se garde bien d'en expliciter la référence. Mais pour qui est familier des théories survivalistes les plus radicales, cet acronyme est tout sauf inconnu. BAD, ça signifie base autonome durable. C'est, dans la logique du mouvement survivaliste, un lieu de vie isolé et sécurisé qui permet de vivre en dehors de la société, de manière indépendante et autonome sans besoin du monde extérieur. La corollaire étant que c'est un lieu qu'on n'hésitera pas à défendre les armes au poing s'il le faut.
Ce concept du bad, il ne vient pas de nulle part. Il a été forgé notamment par l'essayiste suprémaciste Michel Drac, un ancien compagnon de route d'Alain Soral, devenu un relais important de la mouvance identitaire en France et un survivaliste convaincu, qui a donc théorisé cette idée de base autonome durable qui est réellement vue comme une zone de repli pour préparer le renversement de la démocratie. Drac écrit « Il y a deux façons de résister, en prenant d'assaut la Bastille ou en constituant des maquis. À ce stade, va pour le maquis. C'est dans nos moyens. Le but est de ne plus dépendre du système pour pouvoir continuer à lutter contre lui. » Sterrin, visiblement séduit, a choisi donc de prendre le maquis en Belgique pour continuer à tenter de peser sur le destin de la France et d'y faire proliférer un agenda politique correspondant à ses valeurs ultra-réactionnaires. S'il n'est pas un idéologue pur et dur, le multimillionnaire, bientôt milliardaire, a tout de même quelques notions de métapolitique. Alors un mot sur ce terme qui est une des marottes de l'extrême droite contemporaine. La métapolitique, c'est un concept qui nous vient à la base du philosophe italien marxiste Antonio Gramsci et qui a été depuis repris et remis à leur sauce par un courant idéologique qu'on a baptisé la Nouvelle Droite. Dans les années 70, ce groupe d'intellectuels venus des mouvements néofascistes font le constat que pour que leurs idées triomphent dans les urnes, il va d'abord falloir susciter un contexte qui leur soit favorable. En gros, acculturer le grand public à leur vision du monde pour susciter son adhésion, en s'insinuant un peu partout dans les médias, dans la culture, dans le quotidien de tout un chacun, et aussi dans les cercles de pouvoir, notamment économiques, on en reparlera. Gagner les cœurs avant de gagner les élections, c'est plus ou moins ce qu'avait théorisé Gramsci. Sterrin, de son côté, veut se faire une place dans le paysage, mais d'abord dans la société civile. C'est dans cet esprit qu'il monte en 2017 ce qui va devenir son premier vrai outil d'influence, la Nuit du bien commun. Cet événement caritatif, c'est la première pierre de sa guerre culturelle, un bon moyen de soutenir et de mettre en avant des initiatives qui vont dans le sens de ses idées. Au hasard, des projets d'écoles hors contrat d'inspiration très religieuse, des associations liées au mouvement de lutte contre l'avortement qui incitent les femmes enceintes à garder leur enfant à naître, le tout au milieu d'autres projets beaucoup plus consensuels, histoire que la manœuvre passe à peu près inaperçue dans un premier temps. Et ça marche. Il faudra quelques années et la révélation de l'existence du projet Périclès pour que le poteau rose soit découvert et que la presse commence à s'intéresser dans le détail aux organisations soutenues. Avant cela, Sterrin lance en parallèle le Fonds du bien commun, une autre initiative centrée sur le caritatif, où là aussi, sous des dehors désintéressés, la tendance politique est assez claire. Les fonds vont en priorité à des projets axés sur la promotion de la foi catholique, la mise en avant de créateurs de contenu très branchés prosélytisme, des associations de restauration du patrimoine religieux, de défense de la famille et du mariage hétérosexuel, ça va sans dire, car c'est une des grandes obsessions de Sterrin. Il faut faire des enfants blancs, des enfants chrétiens. Les domaines d'action prioritaires aujourd'hui en France sont, selon moi, le fait d'avoir plus de bébés, de souche européenne, de faire en sorte que ces bébés soient baptisés. Pour ceux qui nous écoutent aujourd'hui, qui sont jeunes, mariez-vous jeunes et faites un maximum de bébés. Cette obsession nataliste, elle est liée à l'adhésion de Sterrin à la théorie raciste du grand remplacement, dont il ne se revendique pas ouvertement en public, mais dont il relaie à peu près tous les dérivés, à commencer par la remigration ou l'obsession pour les OQTF. Les engagements de Sterrin, ils sont aussi liés à la place centrale que tient dans l'imaginaire de la droite radicale la question de l'avortement. Et ça explique une partie de ses investissements, même si de l'extérieur ça peut passer inaperçu. Par exemple, les cafés joyeux, soutenus par le Fonds du bien commun. Vous connaissez sans doute cette enseigne régulièrement mise en avant par la presse, où les salariés sont en majorité des personnes atteintes de troubles du spectre autistique ou porteuses de trisomie 21. Un beau projet inclusif pour soutenir l'intégration des personnes en situation de handicap au sein de la société. Sauf que les cafés joyeux sont aussi régulièrement l'objet de critiques. D'une part pour leur côté validiste, le reproche étant que l'entreprise entretient l'idée qu'une personne en situation de handicap est forcément joyeuse, car un peu innocente pour dire les choses poliment, mais aussi et surtout parce qu'elle entretient des liens étroits avec la sphère catholique intégriste anti-IVG, notamment avec la fondation Le Jeune, une organisation bien connue, l'une des plus importantes du mouvement pro-life, qui fait de la question de la trisomie 21 un vrai cheval de Troie pour porter ses idées anti-avortement, avec des campagnes de com caricaturales, voire mensongères. La fondation a également été largement pointée du doigt pour son rôle dans la promotion de la Manif pour tous lors des débats sur l'ouverture du mariage aux personnes de même sexe. Manif pour tous, dont l'une des principales figures, Ludovine de la Rochère, n'était autre que la chargée de communication de la fondation Le Jeune.
Bref, Sterrin, en quelques années, devient le financeur en chef de la nébuleuse catho-intégriste, et il ne compte pas s'arrêter là. Car au-delà de la société civile, pour faire advenir son projet idéologique, il lui faut des relais au sein de l'élite économique et politique. Petit problème, ces dernières ont du mal à se rallier à un combat essentiellement porté par l'extrême droite, d'autant qu'il y a eu des tentatives qui n'ont pas été couronnées de succès 20 ans plus tôt. À la toute fin des années 90, Bruno Maigret est le numéro 2 du Front National. Haut fonctionnaire, il souhaite professionnaliser le parti et surtout le rendre plus acceptable aux yeux des notables qui ont du mal à faire confiance au patron du FN, Jean-Marie Le Pen, jugé plutôt incontrôlable. À l'époque d'ailleurs, ce dernier se retrouve en difficulté après une énième sortie de route, un pétage de plomb devant les caméras de télé, au cours duquel il agresse la maire socialiste d'une commune d'Île-de-France et veut partir à la castagne avec des manifestants qui protestaient contre sa venue. La scène est restée culte. Je vais te faire courir, moi, tu vas voir le rouquin là-bas. Ah, ça m'a rajeuni. Sauf que cet épisode, qui se poursuit devant les tribunaux, risque fort d'empêcher Le Pen de se présenter aux élections européennes de 1999. La logique voudrait donc qu'il cède sa place à Maigret, qui est son lieutenant. Mais Le Pen choisit plutôt de confier la liste à sa femme, Jeannie, qui n'a ni expérience, ni même aucune ambition politique. Maigret claque la porte du FN, emmenant avec lui bon nombre de cadres séduits par son profil. Car Maigret, contrairement à Le Pen, a tissé de nombreux liens avec des hauts fonctionnaires et autres grands patrons au sein du club de l'Horloge, un cercle de réflexion politico-économique très à droite, lié d'ailleurs à la Nouvelle Droite. Avec l'aide de quelques transfuges de ce club, ils vont tenter de proposer une version plus lisse du parti d'extrême droite, ultra-libéral économiquement et ultra-réac socialement, en gros. Son nouveau parti, le MNR, ne fera que de très maigres scores aux élections. Mais l'idée de réussir à rendre la droite radicale séduisante n'a pas disparu avec lui. Au contraire, c'est devenu le credo de toutes les formations politiques d'extrême droite, bien décidées à se dédiaboliser et à incarner une alternative crédible au parti traditionnel. Le FN, devenu le RN entre-temps, en est l'illustration. Et pour parvenir à lisser son image, il s'est appuyé, entre autres, sur un groupe mystérieux baptisé les Horaces. Ça, c'est une des survivances de l'ère Maigret, la suite directe de l'épisode du Club de l'Horloge. Les Horaces, donc, ce sont des hauts fonctionnaires, des patrons, des pontes dans leur domaine, qui ne sont pas forcément prêts à totalement franchir le Rubicon et à s'afficher en soutien de l'extrême droite, mais qui sont sensibles à ses idées et veulent favoriser son accession au pouvoir, si possible, en guidant son programme pour qu'il leur soit favorable. Parmi ces Horaces, on trouve non pas Pierre-Édouard Sterrin directement, ce serait trop simple, mais son bras droit, son homme lige, François d'Urville. Polytechnicien, patron d'Otium, le fonds d'investissement de Sterrin, d'Urville est une des figures de ce que le journal Le Monde appelle la Versailles Connection, toute une galaxie de personnages issus des courants catholiques d'extrême droite, très aisés et très déterminés à faire de Marine Le Pen la présidente de la République en 2022. d'Urville est l'un des plus actifs. Libération raconte que c'est avec lui que la candidate RN prépare son débat d'entre-deux tours contre Emmanuel Macron et qu'il est surtout l'un des architectes de son programme, au point qu'on l'annonce comme potentiel ministre de l'économie si elle venait à l'emporter. Bon, comme vous le savez, ça n'a pas fonctionné. d'Urville reste néanmoins dans le cercle proche de la direction du RN, à qui il fait rencontrer Sterrin, qui multiplie les rendez-vous avec les potentiels futurs élus qui pourraient s'inscrire dans son projet de refonte de la société, et notamment celles et ceux qui briguent la présidence de la République. Si on en croit les enquêtes publiées dans la presse, Sterrin n'est pas vraiment emballé par Marine Le Pen, qu'il juge trop approximative sur l'économie et limite de gauche sur les questions sociales. Il lui préfère Bardella, plus intéressant à ses yeux. Et il ne se contente pas d'ailleurs de sonder les pontes du parti d'extrême droite. Il se rapproche également du polémiste et désormais candidat à la présidentielle Éric Zemmour, qu'il trouve tout à fait à son goût, mais dont la vie privée et notamment sa relation extra-conjugale est très médiatisée avec sa directrice de campagne Sarah Knafo, contrevient à sa vision stricte de la famille. Dans Libé, on rapporte qu'il aurait dit « Un gars qui trompe sa femme, ça me gêne. Ça veut dire qu'il peut à tout moment vous mettre un coup dans le dos. » Il s'intéresse aussi à Bruno Retailleau, potentiellement capable à ses yeux de faire l'union de toutes les droites dont il rêve, mais qui souffre d'un manque de charisme. C'est pas moi qui l'ai dit, hein, notez bien. Ces multiples rendez-vous avec le personnel politique de droite et avec l'ancien ministre socialiste Arnaud Montebourg, avec qui il partage un goût prononcé pour le souverainisme, ne portent pas tout à fait leurs fruits. Sterrin n'a toujours pas trouvé son ou sa candidate idéale. Sterrin, d'ailleurs, aurait pour habitude de mettre une note sur 10 à ses interlocuteurs, histoire de mieux faire le tri dans les très nombreux aspirants à la fonction présidentielle.
L'un des mieux notés, c'est Laurent Wauquiez, figurez-vous, 9 sur 10 d'après Le Monde. Il a également croisé la route de Nadine Morano, elle l'a trouvé très sympa. On ne sait pas quelle note elle a eu par contre. J'ai des amis qui sont justement arabes et dont ma meilleure amie qui est tchadienne, donc plus noire qu'une arabe. En parallèle à ce casting permanent à la recherche de la nouvelle star de la droite, Stérin poursuit surtout son ambition d'entrisme culturel. Et ça passe forcément par l'acquisition de médias, sur le modèle du maître en la matière chez les milliardaires d'extrême droite, Vincent Bolloré. Les deux hommes se connaissent un peu, ils se sont rencontrés et ils ont d'ailleurs bien failli faire affaire en 2023. À l'époque, Bolloré est contraint de vendre le groupe d'édition Editis dont il est propriétaire. Il est en effet alors sur le point de prendre le contrôle du groupe Lagardère et donc de sa filiale Hachette. Problème, ça ne plaît pas du tout aux autorités européennes de la concurrence, puisque Bolloré se retrouverait alors à la tête des deux principaux groupes d'édition français. Une concentration dont Bruxelles ne veut pas. Il faut donc vendre Editis. Bolloré fait alors le tour des investisseurs suffisamment solides pour s'emparer du groupe, estimé quand même à plus de 650 millions d'euros. C'est dans cette optique qu'il approche Stérin, désormais officiellement milliardaire. Il lui fait miroiter, c'est encore Libé qui le raconte, le fait que le très vaste empire Editis comporte notamment les éditeurs Nathan et Bordas, spécialisés dans les manuels scolaires. En voilà de l'influence directe sur les idées des futurs citoyens. Hélas, Stérin apprend vite que les programmes sont forcément ceux décidés par l'éducation nationale. Mais peu importe, le projet le tente. Il fomente une alliance avec le milliardaire tchèque Daniel Kretinsky, qui a déjà son propre groupe de médias, et finalement ce dernier fera cavalier seul et rachètera Editis sans Stérin. Lui va se contenter d'investir dans des médias émergents. Au travers d'Otium, il met des billes dans Le Crayon, et surtout dans Néo et son pendant féminin Lou. Néo, c'est un peu le brut de droite, des vidéos virales, hyper éditées et hyper accrocheuses, où on met en valeur la beauté du patrimoine français, l'excellence de la gastronomie française, l'énergie des entrepreneurs français, la résilience des agriculteurs français. Bref, la France, la France, la France. Le média est 100% ambiance béret, baguette, pâté en croûte, bleu, blanc, rouge et valeur de l'Ovalie. Sous ces dehors inoffensifs, on y relaie quand même essentiellement une vision du monde dans la droite ligne des courants identitaires, avec des invités bien souvent issus des milieux conservateurs, voire ultra-réactionnaires. Le fondateur de Néo, l'ancien producteur de Thierry Ardisson, Stéphane Simon, est d'ailleurs également le créateur de la revue souverainiste Front Populaire avec Michel Onfray, que l'extrême droite adore, ou encore du média d'investigation Factuel qui se veut un genre de Mediapart de droite dans lequel Stérin investit également. En 2024, le milliardaire met la main sur une agence d'influenceurs baptisée Marmelades et s'intéresse de très près au magazine Marianne que son propriétaire, Daniel Kretinsky, qu'on a déjà cité, souhaite vendre. Malheureusement, les plans de rachat tombent pile quand sortent les premières infos au sujet de Périclès, cet ambitieux projet de conquête politique qu'on évoquait au tout début de notre épisode. Et au même moment, Le Monde révèle que Stérin, en compagnie de son fidèle François Durvy, a carrément racheté la demeure de la famille Le Pen pour 2,5 millions d'euros. Pour les salariés de Marianne, ça commence à faire un peu beaucoup. Ils se dressent donc contre leur potentiel futur patron. La vente est finalement annulée. Pressé par les révélations parues dans la presse, Stérin officialise l'existence de Périclès. Et il détaille l'ambition. Avec sa petite équipe de lobbyistes, il compte investir 150 millions d'euros en 10 ans pour faire gagner la droite et l'extrême droite et lutter contre, je cite, le socialisme, le wokisme, l'islamisme et l'immigration. Ce joyeux programme passe par des soutiens financiers notamment à l'écosystème médiatique d'extrême droite comme le média Frontières, l'investissement dans des écoles comme l'Institut de formation politique qui se rêve en Sciences Po de droite, le financement de formation pour les futurs élus via l'Institut Politicae ou encore le soutien à des entreprises liées de très près aux courants identitaires les plus radicaux comme Terre de France, le sponsor officiel de toute la fachosphère. Inspiré de l'Heritage Foundation, un lobby américain qui a joué un rôle décisif dans le retour au pouvoir de Trump, le projet passe aussi par un soutien direct aux candidats d'extrême droite lors des élections. Ça tombe bien, des élections, il y en a en 2024. On l'a dit, des législatives anticipées, avec en plus la formation d'un nouveau parti, l'UDR, monté par des anciens membres des Républicains, emmenés par Éric Ciotti et alliés au Rassemblement national. La concrétisation du rêve de l'union de toutes les familles de la droite, servie sur un plateau. Pour trouver des candidats, l'UDR peut compter sur les réseaux de Stérin. Ses collaborateurs font passer à Ciotti des listes de noms potentiels pour remplir les circonscriptions allouées à son parti. Cette immixtion dans le processus électoral, elle va valoir des ennuis aux financiers, qui se retrouvent sommés de venir s'expliquer avec le directeur de Périclès devant les députés dans le cadre de la commission d'enquête sur le financement des élections.
Il faut dire que Sterrin, de son côté, est déjà dans le viseur de la justice pour des soupçons de financement illégaux lors des municipales de 2020 et des régionales de 2021. Des prêts accordés à des candidats RN par des particuliers que les enquêteurs soupçonnent d'avoir servi de prête-nom pour Sterrin. Le dossier est toujours en cours. Mais en 2025 donc, ce sont les députés qui s'en mêlent et Sterrin freine des 4 fers. Il propose plutôt de le faire en visio. Il refuse de se rendre aux convocations, 1 fois, 2 fois, 3 fois, arguant de problèmes d'agenda, de risques pour sa sécurité, avant d'aller confier à la télévision tout le mal qu'il pense de l'État et des élus. Sur CNews, évidemment. Ils ont juste envie de faire les marioles devant les caméras. Ce sont les politiques qui ont besoin de n'importe quel prétexte pour que leur nom soit mis en avant. Et donc, ils mettent aujourd'hui avec des dizaines de journalistes pour pouvoir faire les imbéciles devant les caméras. Les imbéciles ont moyennement apprécié, puisque le milliardaire fait désormais l'objet d'une enquête de la brigade de la répression de la délinquance, puisque, le saviez-vous, refuser de se présenter à une convocation parlementaire, c'est un délit, passible de 2 ans d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende. Bon, c'est pas vraiment un montant dissuasif quand on s'appelle Pierre-Édouard Sterrin, mais c'est le symbole qui compte. En janvier 2026, c'est le Sénat qui a annoncé l'ouverture d'une commission d'enquête parlementaire sur les financements des politiques publiques par des initiatives privées en visant ouvertement les activités de Sterrin. Tout ce remue-ménage autour des ambitions politiques de ce dernier, elles ont tendance à faire peur à ses associés. Ça s'est vu dans ses projets de médias, par exemple. Néo et Le Crayon ont annoncé qu'ils ne faisaient plus partie de leurs investisseurs. Factuel, de son côté, a mis la clé sous la porte. Plusieurs des partenaires de la Nuit du bien commun se sont également retirés après les révélations au sujet de Périclès. Sterrin s'est consolé en se payant Valeurs Actuelles, le journal historique de la droite libérale conservatrice. Par ailleurs, côté finance, les choses se gâtent un peu pour le milliardaire, qui n'est pas assuré de le rester pour toujours. Fin 2025, on apprenait dans la presse que ses affaires commençaient à se gripper, que des fonds promis à des projets peinaient à arriver quand ils n'étaient pas tout bonnement annulés, que le taux d'endettement d'Otium atteignait des sommets et que ses réserves en cash commençaient à sérieusement diminuer. Résultat, le milliardaire a tenté de se désengager de pas mal de projets, comme par exemple du club de rugby de Biarritz Olympique qu'il venait pourtant de racheter. Finalement, il semblerait qu'il ait décidé d'y conserver ses parts. Cette mauvaise passe, elle se confirme en février 2026. Le média spécialisé La Lettre, encore lui, révèle que Smartbox, la tirelire de Sterrin comme il l'appelle, est en difficulté. Des ventes nettement à la baisse, une trésorerie de plus en plus tendue, des départs en cascade dans les équipes de direction, la faute notamment à la concurrence de plus en plus diversifiée dans le secteur de la carte cadeau, investie par des dizaines d'acteurs qui vont de Netflix à la Fnac en passant par les grands groupes hôteliers eux-mêmes. Smartbox commence à se traîner par-dessus le marché une réputation de mauvais payeur auprès du secteur de l'hôtellerie, au sein duquel de plus en plus de professionnels refusent de travailler avec l'entreprise. Est-ce que la poule aux œufs d'or de l'extrême droite serait en panne sèche ? À 1 an de la présidentielle, voilà qui serait un revers certain pour ses ambitions. Sterrin a multiplié les belles promesses auprès de tout l'écosystème de la droite dure, mais il n'est pas écrit qu'il sera en mesure de les tenir. D'ailleurs, vous savez bien que les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Tiens, par exemple, Sterrin avait aussi promis qu'il allait revenir vivre en France, histoire de faire taire les mauvaises langues qui aimaient à pointer que c'est compliqué quand même de se dire patriote quand on paye pas ses impôts. Aux dernières nouvelles, il était toujours installé en Belgique. Merci à Paul Berthiaud qui réalise cet épisode de Programme B et à Charlotte Bex qui l'a préparé. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio. Tous nos épisodes, les anciens comme les nouveaux, sont à retrouver sur toutes vos applis de podcast préférés. Cherchez-nous sur Internet si vous voulez nous parler et à très vite pour un nouvel épisode.